Au secours! Je suis parent. Je suis parent. La série pour les parents et futurs parents. La famille d'aujourd'hui. Avec Tristan et Caroline, parents, et Dr Seba, pédopsychiatre. Bonjour, je m'appelle Tristan, je suis un papa de 47 ans, j'ai 2 enfants, une fille de 10 ans, un garçon de 9 ans. Je suis séparé maintenant depuis 3 ans, j'ai vécu en garde alternée pendant 3 ans et cette 4e année, je suis en garde séparée à 2 heures de route de mes enfants. Je me suis déplacé pour raisons professionnelles. Maintenant, la question que je me pose, vu que dernièrement, il y a eu un petit souci de discipline avec un de mes enfants, ma principale question en tant que parent un peu plus éloigné que ce qu'il a été, c'est comment garder une autorité parentale auprès des enfants à distance, tout en étant vigilant à leur bien-être. Bonjour Tristan. Donc, ce que vous dites, c'est comment continuer à assurer mon rôle de papa tout en étant éloigné avec ce nouveau changement dans le mode de garde. Et avant peut-être d'essayer de vous répondre, je souhaite vous poser une question. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de la qualité des relations aujourd'hui que vous avez avec votre ex-compagne? Alors aujourd'hui, la relation a évolué, car effectivement au début de la séparation, c'était très dégradé. Aujourd'hui, on a quand même évolué vers une entente plutôt cordiale. Nous sommes parents, effectivement, donc nous le restons et nous arrivons à nous installer autour d'une table pour traiter des différents sujets d'éducation qui vont dans le sens que nous souhaitons avoir quand même toujours. Donc vous décrivez une situation favorable, une situation où le couple parental a survécu à la séparation. Oui. Le couple conjugal n'existe plus, vous n'êtes plus conjoint, vous n'êtes plus marié, mais vous êtes toujours parents et ensemble. Alors cette situation, elle est favorable dans le sens où elle favorise le développement, le bon développement de l'enfant. Elle est d'autant plus favorable quand les parents, au-delà des conflits, au-delà de la manière dont la séparation s'est produite, arrivent à rester concentrés sur l'intérêt et les besoins des enfants. Elle est d'autant plus favorable qu'il persiste une communication, je dirais, continue, de bonne qualité entre les 2 parents au sujet des enfants. Donc effectivement, docteur, j'ai bien compris que ma situation était plutôt favorable pour les enfants, puisqu'on parle quand même du bien-être des enfants. Maintenant, comment faire pour que quand l'école me sollicite ou que la mère me sollicite, comment être présent pour tenir cette autorité ? Écoutez, effectivement, à partir du moment où on considère que les conditions sont réunies pour que le couple parental puisse continuer à assurer ses responsabilités, répondre aux besoins de l'enfant, les règles qui s'appliquent dans ce cas-là sont quasiment les mêmes que celles qui s'appliquent pour les couples non séparés. C'est-à-dire être en capacité d'analyser une situation éducative, vous en décrivez une, dégradation des résultats scolaires. Être capable de l'analyser ensemble et ensuite de porter des réponses éducatives convenues ensemble, de les porter ensemble en se répartissant les rôles. C'est très important, cette question de répartition des rôles, parce qu'elle permet de prévenir les ruptures de lien avec l'enfant, notamment quand les leviers qui sont privilégiés par les parents, et ça arrive, sont des leviers qui sont du côté de la limitation ou qui sont du côté de la privation, de la punition ou de la sanction. Dans ces cas-là, le lien doit être maintenu avec l'enfant. C'est ce qui permet d'ailleurs de revenir et d'échanger autour de ce sujet-là qui pose problème sur le plan éducatif. Alors il ne faut pas négliger non plus l'outil du renforcement positif, celui de la récompense. La récompense, ce n'est pas forcément du matériel. C'est aussi lui donner confiance en lui, c'est aussi lui dire « nous sommes fiers de toi », c'est aussi lui dire « nous considérons l'effort que tu fais ». C'est très important aussi. Et ce levier-là est plus favorable en termes de dynamique, de climat familial que le levier de sanction qui parfois peut amener à des escalades et une incompréhension chez l'enfant. Alors un 3e point, peut-être faire le pas de côté, celui de l'échange, de la discussion avec l'enfant. Des parents qui sont capables de dire leur incompréhension, capables de dire leur peine, leur difficulté à voir leur enfant dans telle ou telle situation, capables de dire leur impuissance. Des parents, au fond, humains, avec leur fragilité, avec leur force, qui sont capables de dire aussi leur colère, de l'exprimer, pas forcément de l'agir,
de l'exprimer, qui sont capables de dire leur honte face à telle situation. Et au fond, ça permet à l'enfant de se saisir, de comprendre les attentes des parents, de comprendre la manière dont ils le projettent, de comprendre l'ambition qu'ils ont pour lui. Et donc, ça lui permet aussi d'adopter peut-être une posture plus responsable quand cet enfant est un peu en train de partir. Voilà. Alors, je vais terminer juste sur 2 éléments. Tenter, quand on est séparé comme vous et éloigné, de proposer malgré la séparation une cohérence et une continuité du cadre éducatif autour des éléments simples de la vie d'un enfant, les sorties, les écrans, l'hygiène de vie, l'alimentation, la participation aux tâches quotidiennes à la maison, tant qu'on peut le faire. Ça ne veut pas dire que avoir 2 cadres éducatifs différents serait préjudiciable pour l'enfant. Les enfants sont en capacité de comprendre que les règles chez maman et les règles chez papa ne sont pas les mêmes. Ils sont d'autant plus capables de le comprendre que parfois maman et papa ont refait leur vie et la famille recomposée a un autre fonctionnement, d'autres règles. Ce qui va nuire au développement de l'enfant, ce qui va compliquer sa vie, c'est quand les parents disqualifient réciproquement ou l'un des parents disqualifie le cadre éducatif de l'autre. Ce n'est pas tellement la différence, les enfants sont tout à fait capables de métaboliser cette différence et de s'adapter à chaque cadre. Et puis, je finirai par dire, il faut essayer de choisir ensemble les meilleures options. Quand ce n'est pas possible, vous évoquez quelque chose qui est assez fréquent, les résultats scolaires, mais ça pourrait relever de choses beaucoup plus graves, liées au comportement, aux consommations de toxiques, à des fréquentations et d'autres. Essayez de trouver les meilleures options ou les moins mauvaises options. Essayez d'être indulgent avec vous-même, c'est-à-dire autorisez-vous à vous tromper, à sous-estimer, à surestimer, et surtout autorisez votre ex-conjoint à se tromper. C'est très important. Alors, tout ça dit comme ça fait quelque chose d'assez opératoire, d'assez mécanique, et je pense que ça ne peut fonctionner que si le lien, je le redis, entre l'enfant et les parents revêt une certaine qualité, une certaine profondeur. Pour ce faire, je pense qu'il faut essayer de sanctuariser des moments d'échange ou de partage privilégiés avec chaque enfant, au-delà de la séparation. Des moments médiatisés, formalisés, repérants, ou des moments informels, improvisés. Mais le plus important, c'est qu'ils soient réguliers, que le lien soit maintenu. Ça permet d'accéder aux préoccupations de l'enfant, ça permet aux parents d'accéder à son intériorité, à ses difficultés, à ses centres d'intérêt, à ses doutes. C'est très important. Et puis, surtout, essayer de lui parler de soi, de sa propre enfance, de ses propres difficultés, de sa propre expérience de la vie. Ça permet à l'enfant souvent de relativiser ses préoccupations et de penser sa vie, sa trajectoire en perspective, plutôt que de la penser sur des séquences parfois difficiles et douloureuses. Puis un dernier point, les tiers familiaux bienveillants sont les bienvenus. Quand le couple séparé a des amis bienveillants, qui ont du bon sens, un grand-père, une tante, un oncle, ça peut faire beaucoup de bien. Parce que l'enfant peut finalement déposer chez eux des choses qu'il ne peut pas déposer chez l'un et l'autre, ses 2 parents qui se sont séparés et qui parfois sont en conflit. Un point de vigilance par rapport à vous, monsieur, un parent éloigné. Le parent éloigné physiquement ou éloigné par un mode de garde ne doit pas être le préposé au plaisir. Il ne doit pas être le préposé au loisir. Il ne peut pas être non plus le préposé au conflit et au cadrage. D'où cette idée que les parents puissent alterner dans les rôles. Merci pour vos conseils avisés, j'en tiendrai compte, et pour une évolution dans l'éducation de mes propres enfants. Je l'espère pour vous. Bonjour, je m'appelle Caroline, j'ai 49 ans, j'ai une fille de 12 ans. Je suis séparée de ma conjointe avec qui je suis restée 8 ans et ça fait 8 ans maintenant que je suis séparée. Je vis dans une situation un petit peu différente que celle de Tristan, où moi c'est vraiment une relation plus compliquée. Je vis sur une garde alternée, donc une semaine. Et en fait, on a des divergences d'éducation, de vision, en tout cas éducative, et aussi sur l'autorité. Et c'est vraiment très problématique. Et ça pose de gros soucis à ma fille. Et j'en suis plutôt inquiète de la situation. Et je ne sais pas trop comment faire. Donc voilà pourquoi je viens vous questionner, docteur. Merci Karine et bonjour. C'est une situation, j'ai envie de vous dire, très fréquente, extrêmement fréquente en consultation chez le psy ou le pédopsie. Okay. C'est une situation qui arrive souvent dans notre bureau avec un motif
Alors, globalement, des troubles du comportement, parfois un effondrement des résultats scolaires. Dans d'autres situations, des difficultés dans la gestion des émotions, des problématiques d'humeur chez l'enfant. Généralement, c'est ce qui permet de pousser la porte du psy. Et l'exploration, très vite, arrive sur des situations qui déstabilisent beaucoup les parents et parfois menacent même l'intégrité des cellules recomposées du fait de la déstabilisation de l'autre parent. C'est effectivement voilà, la situation que je vis, et d'autant plus que je suis dans une situation de recomposition familiale où moi j'ai une nouvelle compagne, ce qui crée encore plus de difficultés dans tout ce schéma-là. Tout à fait. Comment vous dire, c'est très rare dans mon expérience de se retrouver dans une telle situation, une situation comme la vôtre, où les divergences se traduisent uniquement des différences de conception, des différences dans les repères éducatifs. C'est très très rare. Le plus souvent, l'éducation de l'enfant. L'enfant lui-même parfois est pris en otage de conflits qui le dépassent totalement et qui ne le concernent aucunement. Le plus souvent, c'est un déplacement de tout un tas de conflits, de tout un tas de ressentis, de tout un tas de choses liées à la séparation et qui se déplacent et qui se cristallisent autour de la question de l'éducation de l'enfant, de la question de la garde de l'enfant parfois, avec des conflits judiciarisés pendant des années, de la question de la pension alimentaire dans certaines situations. Alors, nous l'observons souvent dans les séparations très conflictuelles, dans des séparations où globalement, c'est l'un des parents qui a convenu, qui a décidé de partir, et l'autre qui l'a subi. C'est peut-être votre cas. Tout à fait, c'est effectivement ça. Voilà. Alors, c'est des situations très préjudiciables pour l'enfant. L'enfant, parfois, on le constate, est traité au même titre que la maison qu'on se dispute, que la voiture qu'on se dispute, que le mobilier qu'on se dispute dans les premières années de la séparation. Puis après, tout ça est réglé, et reste que l'enfant entre les deux, seul vecteur de lien, certes un lien extrêmement conflictuel, mais un lien quand même pour le parent qui n'accepte pas ou qui ne supporte pas cette séparation. D'accord. J'ai une question un peu supplémentaire pour compléter, c'est voilà, la divergence éducative se fait aussi dans la gestion de l'autorité, qui est que moi j'ai toujours ce rôle de l'autorité, et même si on est sur une garde partagée, donc une semaine, je reprends toutes les semaines, enfin tous les 15 jours pour le coup, l'éducation, remettre les règles, remettre les bases, parce que j'ai l'impression de refaire ma vie tous les 15 jours, et l'éducation avec ma fille tous les 15 jours, et c'est vraiment, et je la sens vraiment tiraillée par rapport à ça, quoi. Oui, je vois tout à fait de quoi vous parlez. Comme je vous l'ai dit, c'est assez fréquent où chaque lundi, quand c'est le lundi, on doit tout refaire. C'est ça. Et c'est assez fréquent aussi d'entendre son enfant nous dire... de toute façon, chez papa ou chez maman, c'est mieux, elle est plus cool. Parfois, ça peut aller très loin. Je vous déteste. Je préfère aller vivre là-bas. Là-bas, ils me comprennent mieux, vous ne me comprenez pas. Et encore. Je suis désolé de recentrer encore une fois sur les parents, et peut-être après, j'essaierai de vous donner des clés. Ça marche. Quand on reçoit ses parents, souvent on rencontre des parents ou un parent, parfois les deux, un seul, rongés par les rancœurs, par de la haine. Des parents qui semblent perdre toute possibilité de distance qui leur permet de penser l'enfant, et seulement l'enfant, dans ses besoins, qui leur permet de penser l'enfant dans ses centres d'intérêt, et au fond de se dégager de ses affects, de ses émotions, parfois de sa dépression liée à une séparation. Dans certaines situations, l'enfant est sommé de choisir son camp, sommé de se positionner. Parfois, il est sommé de prouver sa fidélité et sa loyauté. C'est peut-être pas votre cas, mais on en voit des situations comme ça, non, où l'enfant peut dire, doit démontrer qu'il n'investit pas l'autre parent, ni son compagnon, ni sa compagne, ni la nouvelle fratrie de la cellule recomposée. C'est une situation très difficile. Alors, au minimum, dans ces situations-là, l'enfant n'est pas autorisé à continuer à investir l'autre parent. Encore moins son nouveau compagnon. Parfois, qu'il est tenté d'essayer d'évincer. Et puis, dans les situations les plus difficiles, l'enfant est utilisé pour toucher, pour punir, pour nuire à l'autre parent, pour nuire à son nouvel équilibre. Parfois, l'enfant lui-même se confond avec le parent qui a subi la rupture et se donne de lui-même la mission d'évincer le nouveau conjoint de son autre parent. Comme si ça pouvait régler quelque chose, réparer quelque chose ou donner plus de chance au couple conjugal de se reconstituer. Dans certaines situations, la peur
d'un des deux parents de perdre l'enfant. Et dans votre cas... Elle est clairement présente. Voilà. Elle a plein de raisons d'être là. Enfin, quand je dis ça, je ne justifie rien. J'essaye d'expliquer. Quand on est un couple où l'une des deux mamans a porté l'enfant et pas l'autre, clairement, le lien de filiation éprouvé est un lien fragile du côté de celle qui n'a pas porté l'enfant. Quand on a perdu sa compagne et que sa compagne a refait sa vie et que l'enfant vit une semaine sur deux dans cet environnement, l'éprouvé de l'autre parent, c'est le risque de se faire substituer par le nouveau compagnon. Et donc, dans ces enjeux-là, on va trouver souvent des surenchères qui accordent beaucoup de bénéfices à l'enfant et qui, au passage, viennent disqualifier, viennent éreinter un peu le cadre éducatif de l'autre parent. C'est tout à fait ça. Donc c'est des situations très compliquées. Je vais essayer de vous donner quelques éléments de guidance. Dans des situations aussi compliquées, c'est rare que les choses se règlent uniquement entre les parents. C'est très rare. À moins que l'autre parent trouve à nouveau à réinvestir une cellule familiale, à reconstruire quelque chose. Et là, peut-être, il commencerait à prendre un peu de distance et puis à se positionner autrement. Alors, ce que je peux vous dire, madame, c'est que le mieux que vous puissiez faire, c'est d'éviter l'effet miroir. D'éviter de vous inscrire dans un miroir, dans un comportement, dans un fonctionnement similaire avec votre enfant. C'est-à-dire éviter de disqualifier l'autre parent, votre compagne avec laquelle vous avez élevé cet enfant. Éviter d'utiliser l'enfant pour passer des messages ou pour même parler avec son enfant en fonction de son âge, un discours qu'il peut comprendre et lui signifier notre amour inconditionnel et notre disponibilité inconditionnelle, quoi qu'il fasse et quoi qu'il dise. Encore plus quand l'enfant se met à dire « je ne vous aime pas, je vous déteste, je ne veux plus vivre chez vous », comme une manière un peu de tester son appartenance à votre cellule recomposée. C'est là où il faudrait lui signifier avec plus de force qu'il a tout à fait sa place et qu'on l'aimera quoi qu'il dise et quoi qu'il fasse. Accréditer l'autre parent de pertinence, de bienveillance, malgré ce que lui peut dire, peut faire par rapport à votre éducation, parce que votre enfant a besoin d'avoir une bonne image de vous, une bonne image de l'autre parent. Tenter la réparation, le rétablissement de liens, la réparation d'une bonne communication, mais tout ça, on n'y arrive pas. Alors à ce moment-là, il faut chercher des tiers, des médiateurs. Ça peut être des médiateurs familiaux. Dans bon nombre de séparations, les conjoints gardent de bons liens avec la famille de l'un et de l'autre. Ça peut être des tiers et des médiateurs, et parfois des tiers amicaux, et dans certains cas, il faut aller vers des tiers professionnels. La maison des parents, la maison des adolescents, les professionnels du soin. Quand il y a des symptômes qui traduisent une souffrance chez l'enfant, dans les cas les plus compliqués, c'est pas facile à faire, c'est compliqué même pour moi de le dire à des parents, je pense qu'il faut accepter la distance. Quand je dis les cas les plus compliqués, c'est les cas qui relèveraient d'une aliénation, où l'enfant n'a aucune distance, se confond totalement à l'un de ses deux parents et endosse ses combats et ses luttes. Voilà. Accepter la distance et marquer la disponibilité à l'enfant, sa disponibilité inconditionnelle. Parfois, l'enfant dit « je ne veux plus aller voir maman, je ne veux plus aller chez elle, je ne veux plus la voir ». Il peut même être amené à dire « on me maltraite là-bas ». Il peut même être amené à dénoncer des choses qui n'existent pas. D'accord. Dans ces situations-là, ne pas en faire le reproche à l'enfant. Lui dire qu'on l'aimera toujours. L'appeler, quelle que soit sa réponse, qu'il veuille prendre le téléphone ou pas. Lui envoyer son cadeau d'anniversaire, son cadeau de Noël. À un moment ou à un autre, l'enfant arrive à prendre un peu de distance par rapport aux enjeux dans lesquels il est pris et arrive à se repositionner. Et puis, le dernier message, encore une fois, ne jamais céder à la tentation du miroir, ne jamais céder à la surenchère. Très bien. Merci beaucoup, docteur, pour ces éléments de réponse. C'était Au secours, je suis parent. Une série de la communauté de communes Sud-Hérault, en partenariat avec la Cave de l'Hérault, réalisée par RPH Sud.